C'est suite au conflit à Solferino, donc en 1859. Donc Solferino est dans le nord de l'Italie. Henri Dunant s'est rendu là-bas pour des affaires personnelles. Il a été choqué par les blessés à la suite de cette bataille de Solferino, qui était une bataille sanglante pour l'époque. Ces blessés laissés sans soins, il a organisé des secours. Et puis quand il est rentré, il a écrit et publié en 1862 Le souvenir de Solferino, qui proposait donc cette création d'une institution qui est devenue le Comité international de la Croix-Rouge et les sociétés nationales qui viendraient en aide en cas de conflit. Et effectivement, alors le Comité international de la Croix-Rouge, qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, a été créé en 1863. C'est ça son originalité, c'est d'être la première organisation humanitaire, donc il y a plus de 150 ans maintenant, et surtout, je vous l'ai montré par la première convention de Genève, donc cette signature de ce texte de façon universelle et pérenne. Donc ce n'est pas uniquement à un moment d'un conflit où on va signer entre deux parties un accord, mais c'est un texte qu'on a préparé en temps de paix qui protège les soldats, les militaires blessés dans les conflits. Les conflits et la guerre ont évolué, ça c'est certain. La Première Guerre mondiale a été un petit peu la bascule, le premier grand conflit international, avec cette première prise de conscience des civils, donc des civils qui souffrent dans la guerre. Puis en 1929, après la Première Guerre mondiale, une nouvelle révision des conventions de Genève avec la protection des prisonniers de guerre. On a bien sûr cette deuxième évolution avec la Seconde Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a mené les États à négocier un quatrième traité, une quatrième convention. Donc on parle des 4 conventions de Genève de 1949 qui veut protéger les civils dans les conflits armés. Cette protection pour les civils a été en fait renforcée aussi en 1977 avec l'adoption de 2 protocoles additionnels, un qui s'applique aux conflits armés internationaux, toujours entre 2 États, et un qui s'applique pour les conflits armés non internationaux. Donc quand typiquement on va avoir l'armée officielle d'un État qui va s'opposer à un groupe armé non étatique. Le premier travail du CSR, c'est de reparler avec les différentes parties en conflit pour leur expliquer les droits. Et pour avoir accès, c'est de ne jamais prendre position. De cette façon-là, ils auront accès aux victimes tant d'un côté, si on peut parler d'un conflit d'un côté et de l'autre, donc de tous les côtés du conflit, et avoir accès à toutes les victimes. Le CSR n'est pas une instance qui peut mener des enquêtes. Donc un hôpital a été détruit par tel ou tel groupe, donc on prend notre cas, on va voir le commandant en charge pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé, c'était une erreur, est-ce que vous étiez au courant, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties au conflit. Tout ce matériel qu'on récolte ne peut pas, par exemple, être partagé avec les instances judiciaires, soit la CPI, par exemple, ou d'autres tribunaux internationaux ad hoc, qui sont en charge d'enquêter pour tout ce qui est crimes de guerre, crimes de génocide, graves violations aux conventions de Genève. On a une exemption, finalement, de témoignage, on est protégé, on n'a pas besoin d'aller témoigner. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça nous empêcherait de faire notre travail. Si on documente, on collecte, on veut amener de l'assistance, et en plus, après, on dénonce, à un moment donné, les gens ils vont dire « non mais… » On a choisi finalement de privilégier l'accès aux personnes en ayant ce dialogue confidentiel et bilatéral lorsqu'on voit des exactions sur le terrain, mais de ne pas participer à des procédures juridiques criminelles. Donc j'ai fait une première mission en Colombie. Je m'occupais d'une zone qui était en fait contrôlée par un groupe armé. Donc c'était les FARC, c'était en 2011. L'objectif là-bas, ça allait être de simplement aller avec une voiture, avec un de mes collègues colombiens pour visiter les communautés et savoir de quelle manière justement est-ce que le conflit armé allait impacter sur leur vie. En fonction des situations qu'on rencontrait, on allait prendre différentes mesures. Alors comme je vous les expliquais, ça pouvait être discuter avec un côté ou l'autre des parties en conflit pour que justement ils respectent ce que le droit international humanitaire prescrit, ou alors prendre des mesures plus concrètes en termes d'assistance. Par exemple, un des projets qu'on avait dans la zone, c'était réhabiliter ou construire des internats pour les enfants. Figurez-vous que la Colombie, et dans cette région en particulier, il y avait énormément de mines antipersonnelles. Imaginez-vous la campagne, la race campagne, des routes totalement défoncées, des enfants qui doivent justement parcourir des longues distances pour aller à l'école. Alors le risque, c'est quoi ? Justement de sauter sur une mine, où il y avait aussi un risque potentiel de recrutement de mineurs qu'on voulait éviter. Et donc pour ça, un des outils qu'on pouvait envisager, c'était d'avoir un endroit qui soit adapté et décent pour que les enfants puissent aller à l'école et ne pas être exposés au danger du conflit armé
Ensuite, au Soudan du Sud, là, j'avais plutôt travaillé avec tout ce qui était rétablissement des liens familiaux. Alors, pour le coup, c'était des enfants qui avaient été recrutés par différents groupes armés ou kidnappés, à un moment donné qui étaient libérés par d'autres forces armées ou qui s'enfuyaient. Et ces enfants avaient perdu tout contact avec leur famille. Alors nous, ils étaient recueillis dans un centre pour enfants qui était géré par les autorités. Beaucoup d'entre eux venaient de la République démocratique du Congo qui était juste à la frontière ou de la Centrafrique. Alors nous, on allait récolter finalement des données sur cet enfant pour savoir où était leur famille. Et quand le match se fait, ça veut dire que effectivement les parents vont identifier l'enfant. Après, ils écrivent un petit message disant « On est vraiment super contents que tu sois en vie, on n'avait plus de nouvelles de ta part depuis 10 ans, quelle joie, quelle allégresse ». Et moi, j'avais le job qui était merveilleux de prendre ce message et de revoir l'enfant et lui dire on a retrouvé ta famille et de lire le message. Et tout d'un coup, de les voir arriver justement le moment où ils se rendent compte, pour moi, ça a resté un souvenir qui est extrêmement émouvant. De pouvoir apporter des bonnes nouvelles comme ça. On n'en a pas souvent, malheureusement, dans le secteur humanitaire. On fait face à beaucoup de détresse. Mais ce type de moment était vraiment très beau. Alors, les dangers pour le personnel humanitaire, il y a toujours le mauvais endroit au mauvais moment. Malheureusement, plus on est proche de la ligne de front, effectivement, plus il y a un risque. Il n'y a pas forcément besoin de renforcer la protection. Ce qu'il faudrait, c'est que, encore une fois, que le droit international humanitaire soit respecté, vu qu'il prévoit une protection aussi pour les travailleurs humanitaires, qui sont des civils, donc ils ne doivent pas être ciblés par les acteurs du conflit. Il faut aussi savoir que il y a de plus en plus, finalement, de travailleurs humanitaires et les médias se font aussi de plus en plus l'écho des incidents de sécurité qui peuvent avoir lieu. On avait calculé que sur les dernières années, il n'y avait pas forcément une augmentation des incidents de sécurité ou des morts. On a eu des années très douloureuses. L'année passée a été une année extrêmement douloureuse pour le CICR en Afghanistan. On a eu 6 collègues qui ont été tués, 2 autres qui ont été kidnappés puis libérés et une autre collègue ensuite qui a été tuée. On a eu des collègues qui sont morts au Sud-Soudan également. Et c'est toujours une tragédie, quel que soit le nombre. Only about 458,000 people are in the camps. There is a perception out there that most of the Syrian refugees are being taken care of. The numbers of the people who are forcefully displaced from their homes has never been higher. We are talking today about more than 65 million people in the situation of forced displacement. It includes more than 22 million refugees. It also includes more than 40 million of people who are displaced within their country. And this is very important because we'll come to that later when we speak about Syria. And then it also includes more than 2.8 million asylum seekers, people who are seeking protection outside their home countries. What is important perhaps to understand here in the global, never in the past we have had so many people on the move. 65 million is probably equal to the size of France or size of the United Kingdom. So we are talking about very large population. But these are the large groups. 51% of all refugees are children. There's a lot of talk that most of these people are in developed nations and so on, and nothing could be more wrong than that, because most of the people who have fled their homes, who are refugees and internally displaced, are hosted by developing nations. 84% of all world's refugees are in the developing nations, not in industrialized world. En anglais, c'est bien? As you know, UNHCR work in conflict situations, predominantly with refugees who have been displaced and they require shelter and settlement support. Obviously, the first responders will be the community that the refugees come into. So host family arrangements is a perfect solution. If there isn't capacity to accommodate people within host communities or host villages, we would have to respond with a shelter solution. The easiest solution is plastic sheets. Every year UNHCR distributes thousands of plastic sheets for refugees to build shelter. And that's probably the lowest cost solution that we could provide. As we go up in cost, if we need to rapidly respond to shelter, we would look at tents. A UNHCR family tent will cost about $500 US. After years of research with the IKEA Foundation,
the refugee housing unit has now been developed. It's about $1,200. This has been designed for a family of 5, gives you a floor area of 17.5 square meters. So it's designed on minimum standard. The other advantage of this shelter is that it is modular. It can be connected in series. So you could have used these shelters for a school, a temporary school, for example. We've used them for clinics. We've used them for distribution points. UNHCR has a mantra, camps as a last resort. We do not want to be developing refugee camps. By putting refugees in a camp, it often means dependency. We have to provide everything. You have to provide health, you'll have to provide education, you'll have to provide nutrition, you have to provide latrines, you have to provide water. All of those infrastructure cost a phenomenal amount of money. It's better to give people an option. It's better to integrate. It's better to invest in an existing village and improve the facilities in that existing village than build a new standalone refugee camp. It's better if people have freedom of movement. It's better if people can get a job. It's better if people can have livelihoods and make their own choices. How many years does a refugee camp average lifespan? 17 years. The investment in maintaining that infrastructure for 17 years is huge.